en une dimension, trouver les maximaux qui sont là, eh bien c'est relativement simple, ainsi que les minimaux, puisqu'on sait qu'il suffit de calculer la dérivée et que quand la dérivée est nulle, eh bien on sait qu'on a un point critique. Maintenant, il se peut que la dérivée soit nulle, mais qu'on ne sache pas si c'est un maximum ou un minimum. Et pour ça, en une dimension, quand on a une seule variable, on regarde la dérivée seconde. Et si la dérivée seconde est positive, c'est-à-dire qu'on ressemble à une parabole, on en déduit qu'on est comme dans un bol, c'est-à-dire qu'on a un minimum. Et si au contraire, on a un bol retourné, c'est-à-dire que la dérivée seconde est négative, dans ce cas-là, on a un maximum. Et il peut arriver qu'on ait un point qui soit un point comme ça, c'est-à-dire un point d'inflexion, auquel cas la dérivée seconde est 0. Et on va voir qu'on retrouve exactement ça dans le cas multidimensionnel. Donc dans les notes de cours, il y a des dessins qui sont bien mieux faits que ce que je peux vous faire sur un écran. Donc je vous recommande de simplement ouvrir cela pour regarder. Donc là, si vous ouvrez les notes de cours, c'est figure 1.5. Donc là, sur la figure, je vais l'écrire d'ailleurs, parce que ça, je ne pense pas que ça changera. Figure 1.5, page 12. En tout cas, de la version actuelle, ça risque de changer le numéro de page, mais le numéro de figure ne va pas changer. Et si vous voyez sur cette page, vous voyez qu'il y a trois fonctions, une à gauche, une au milieu, une à droite. Celle de gauche ressemble à ce que j'ai au tableau là maintenant, c'est-à-dire un paraboloïde assez simple dans lequel on voit qu'on a clairement un minimum. Ensuite, on a le même paraboloïde mais dans l'autre sens. Et là, on voit qu'on a un maximum, c'est celui du milieu. Et enfin, on a un point celle qui est la fonction x carré moins y carré, où là, on n'a ni un maximum ni un minimum. Et c'est-à-dire qu'on a un point comme celui-là, qu'on voit ici, qui est donc dans un sens un maximum, mais dans l'autre sens un minimum. Donc ça, c'est un équilibre en physique qui s'appelle métastable, et ça correspond exactement au cas du point d'inflexion en une dimension. Quand on a un point d'inflexion, par exemple la fonction x cube a un point d'inflexion, ce point d'inflexion est tel que la dérivée seconde est nulle et la dérivée première est nulle. Donc comme les deux dérivées sont nulles, on a un point qui est, on appelle ça métastable, c'est un point cell, et c'est ce que vous avez ici, un saddle point ou saddle point. Et voilà, donc à chaque endroit où vous avez deux courbures, une dans un sens, l'autre dans l'autre, ça s'appelle un point de cell. Ici, c'est une vallée, c'est-à-dire un point minimum. Et pour tous ces points, on a toujours la dérivée première par rapport à la première variable qui est égale à la dérivée première par rapport à la deuxième variable et qui est égale à 0. Et ensuite, selon le signe de la dérivée seconde, eh bien, on va avoir différents cas. Et c'est là où les choses deviennent intéressantes et c'est ce qu'on a commencé à regarder la dernière fois. Donc, première chose, on va apprendre à calculer la dérivée seconde. Donc, pour calculer la dérivée seconde, c'est facile. On calcule la dérivée première et on calcule la dérivée de la dérivée première. J'ai eu une question la dernière fois qui disait pourquoi il y a un 2 ici et pourquoi il y a un 2 ici. C'est une question très intelligente parce qu'on a l'impression que x est au carré. Alors, ce que ça veut dire, d rond x au carré, ça veut dire tout simplement d rond x. Ça signifie seulement ça, rien de plus. Et on le met deux fois parce qu'on différencie, on dérive deux fois par rapport à x. Pareil, ce que l'on voit au numérateur ici, c'est D2F. Ça veut dire on différencie F deux fois par rapport à ce qu'il y a au dénominateur. Mais le 2 signifie que l'on a une fois une dérivée, puis une fois une autre dérivée. Donc, par exemple, si on prend le cas qu'on a à droite ici, on va aussi avoir un 2, c'est-à-dire que le 2 qui est ici
c'est toujours un 2, mais cette fois, on va avoir un d rond une fois par rapport à x et d rond une fois par rapport à y. Quand on fait 1 plus 1, ça nous fait bien 2, donc on est content. Ça veut bien dire qu'on a différencié 2 fois f, une fois par rapport à x, puis une fois par rapport à y. Ça, c'est une notation qui est un petit peu lourde, mais qui a le mérite d'être très claire dans tous les cas. Si on écrit comme ça, on comprend exactement ce qu'on veut dire. Quand on veut écrire plus vite, parce qu'on a beaucoup de termes à écrire, on peut écrire f indice x, y. Donc ça, c'est tout à fait possible, c'est autorisé, et tout le monde comprend. On peut aussi écrire f virgule xy. Ça, c'est aussi autorisé, et c'est assez courant en mécanique, parce que la tradition veut que les dérivés s'écrivent virgule x, ou virgule y, virgule xy, virgule xyz, etc. On peut en avoir un grand nombre. C'est pour les notations. Maintenant, pour savoir si on a un point critique ou si on n'a pas de point critique, eh bien, c'est simple. Premièrement, il faut être certain que la fonction soit définie partout sur le domaine de définition de f. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de choses du style ça. Parce que dans ce cas-là, ici, eh bien, la dérivée première n'est pas définie. Pourquoi elle n'est pas définie? Parce que si on prend la fonction, par exemple, ça, eh bien, à gauche de ce point, on a une valeur de la dérivée, c'est cette pente, mais à droite de ce point, on a une autre valeur de la dérivée, c'est cette pente. Et ça, c'est un problème, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas continuité dans la dérivée. Ce qui veut dire que à ce point ici, eh bien, on n'avait pas de dérivée définie. Donc la dérivée était indéfinie, elle n'existait pas, si on veut, puisqu'elle n'est pas continue entre la gauche et la droite. Donc, en ce point, la fonction n'est pas dérivable. Évidemment, si elle n'est pas dérivable, on ne va pas commencer à écrire ce genre de truc parce que ça n'a pas de sens. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut bien vérifier quand on calcule la dérivée. Il faut qu'on ait le droit de la calculer. Alors, je vous rassure, au test, vous n'aurez pas de cas où vous ne pourrez pas la calculer. Je ne vous donnerai pas des fonctions du style, parce que des cas typiques, ça va être le log, par exemple, qui est une fonction qui n'est pas dérivable ici. Donc si je vous donne un log, ça va être très clairement entre un intervalle où le log est dérivable. Je ne vais pas commencer à vous donner un intervalle qui contient 0, parce que ça, je sais très bien que ça va rendre le problème inutile et ça ne vous arrange, ça servira à rien. Donc ici, si on veut un point critique, il est nécessaire et suffisant que les deux dérivés en ce point critique x0, y0 par rapport à x et par rapport à y, donc j'ai deux dérivées partielles au même endroit, x0, y0, qui est le point critique. Donc on examine si ce point est un point critique, oui ou non. Il faut et il suffit que toutes les dérivées par rapport à toutes les variables soient nulles au même endroit en même temps. Donc, si on réfléchit, il n'y a rien de bizarre. Quand on avait un cas en une dimension, eh bien, il fallait la dérivée nulle, la dérivée nulle, la dérivée nulle, la dérivée nulle. Et à chaque fois, c'était un point critique. Si on a aussi un x puissance 3, on a aussi un point critique. Parce que c'est un point d'inflexion dans ce cas-là. Donc rien de bizarre, on ajoute des variables. Ben, tout ce qu'on fait, c'est qu'on dit, si on avait une seule variable, ben, on n'aurait pas ça. Ça disparaît. On aurait simplement ce truc égale 0, dérivé par rapport à x égale 0. Comme on ajoute une variable, eh bien on ajoute une dérivée. Et on ajoute cette dérivée qui doit être aussi 0. Donc jusque-là, il n'y a vraiment rien de bizarre, c'est exactement ce à quoi on s'attend. Sauf qu'il faut maintenant que les deux soient 0 en même temps. C'est ça qui rend le problème intéressant. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour savoir quelle est la nature de ce point critique? Parce que en une dimension, comme on a bien vu, soit on a un minimum, soit on a un maximum, soit on a un point d'inflexion. Pour avoir la nature de ce point critique, eh bien, on regarde le signe de la dérivée seconde. Ici, la dérivée seconde est positive. Donc, on va regarder le signe, elle est positive. Ici, la dérivée seconde est négative. Enfin, c'est clair puisque on voit bien que si on essayait de trouver une fonction qui ressemble, ça serait moins x carré. Alors qu'ici, ce serait plus x carré.
Et ici, la dérivée seconde, eh bien, elle est tout simplement 0, et donc c'est un point d'inflexion. Donc on va voir que là, c'était la dérivée seconde dans le cas unidimensionnel avec une variable. La dérivée seconde, on n'en a qu'une forcément, puisqu'il n'y a qu'une variable. On ne peut pas dériver par rapport à autre chose vu qu'on n'en a qu'une. Et là, bien sûr, vu que pour classifier les points extrêmes en une dimension, il nous faut regarder la dérivée seconde, on s'attend à ce que dans le cas multidimensionnel, ce soit la même chose. Seulement le problème, c'est que les dérivées secondes, dans le cas multidimensionnel, il n'y en a pas qu'une par rapport à une variable, mais il y en a une par rapport à une variable, donc comme on l'a dit, dérivée seconde par rapport à x, maintenant dérivée seconde par rapport à y, et on a en plus les dérivées mixtes qui sont calculées en disant d'abord je calcule la dérivée par rapport à x, puis je calcule par rapport à y, et l'autre dérivée mixte, d'abord je calcule par rapport à y, puis je calcule par rapport à x. Ça nous donne donc 4 dérivées à calculer. Et on a dit la dernière fois que le fyx et que le fxy, si la fonction était différenciable deux fois, donc de classe C2, eh bien, ces deux dérivées étaient égales. Donc que l'on différencie d'abord par rapport à x puis y, ou par rapport à y puis x, eh bien, les deux sont égales, ce qui veut dire que, théoriquement, on n'a besoin que d'en calculer une, par exemple, fxy. Je vous ai aussi dit que dans une situation de test, je vous recommandais fortement de calculer les deux, d'abord fxy puis fyx, même si c'est apparemment du temps perdu. Ça vous permet de vérifier votre calcul, parce que si vous trouvez un résultat différent, vous savez pour sûr que vous avez fait une erreur. Donc c'est toujours bien de pouvoir vérifier, et c'est plus facile de refaire un calcul plutôt que de relire son propre calcul. D'ailleurs, j'ai fait une petite note sur le côté. Vous avez peut-être remarqué, quand vous relisez un calcul que vous avez déjà fait, vous avez tendance à ne pas trouver l'erreur parce que vous refaites mentalement le même chemin que vous avez fait la première fois. Donc ça, c'est quelque chose de normal. Donc ce que je vous recommande de faire, c'est quand vous ne trouvez vraiment pas l'erreur quelque part, plutôt que relire, recommencer simplement le calcul de zéro, sans regarder ce que vous avez fait, c'est beaucoup plus efficace. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ces 4 dérivées? Bien, ce qu'on fait, c'est qu'on la met dans une matrice. Et cette matrice, elle s'appelle la matrice hessienne. Donc la matrice hessienne, c'est une matrice qui s'appelle H. Vous n'êtes pas obligé de retenir le nom si vous n'avez pas envie, c'est pas très grave. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle contient les dérivées et il faut savoir dans quel ordre elles sont écrites. Alors honnêtement, c'est pas très difficile parce que la première ligne, c'est une ligne pour des x, la deuxième, c'est une ligne pour des y, la première colonne, c'est une colonne pour des x, et la deuxième colonne, c'est une colonne pour des y. Donc maintenant, si on fait l'intersection, évidemment, on trouve ici xx. Ah, ici, on aurait dû trouver... Ah non, ici yx, ici xy, d'accord? La première correspond à la ligne, le deuxième correspond à la colonne, d'accord? X, c'est la ligne, y, c'est la colonne. La première lettre qu'on écrit, c'est d'abord la ligne, puis c'est la colonne. D'abord la ligne, puis c'est la colonne. OK? Donc ça, c'est la colonne Y, ligne Y. D'accord? Et ça nous donne cette entrée FYY. Maintenant, ce dont on a besoin, c'est de calculer la matrice hessienne et son déterminant. Alors, son déterminant, c'est quelque chose dont on a parlé la dernière fois. Encore une fois, si vous ne savez pas ce qu'est un déterminant pour le moment, ce n'est pas un drame. Tout ce qu'il faut savoir pour le cas présent, c'est que ça représente un peu c'est un peu la généralisation de ce qu'on faisait quand on calculait la dérivée seconde de f. Donc si on calculait la dérivée seconde de f et qu'on disait c'est fxx par rapport à une variable, et bien maintenant, c'est la généralisation quand on a plusieurs variables. Et ce qui est marrant, enfin en tout cas je trouve, c'est qu'on peut faire marcher ça pour n'importe quel nombre de variables. Donc on peut en avoir n variables et ça va marcher. Donc là, on aurait par exemple x1, x2, ça vous n'avez pas besoin de retenir, c'est juste une petite remarque. Pourquoi j'ai écrit y1, c'est x1, x2, etc., xn, et on aurait dans cette matrice toutes les dérivées. Donc par exemple, si on se met ici, on aurait des ronds f sur des ronds xi, des ronds xj, et c'est d2 parce qu'on différencie deux fois. Et ça, c'est l'entrée
dans la matrice hessienne de manière générale quand on n'en a pas que 2 variables, mais n variables. Maintenant, vous pouvez tout de suite oublier ça si ça ne vous intéresse pas, mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez utiliser exactement la même technique quand on a n variables, parce que le déterminant, vous pouvez le calculer pareil, et la règle sera exactement la même quand on a n variables que quand on a 2 variables. Donc, c'est pour ça que cette méthode est cool. Je vous la présente bien sûr en 2 dimensions parce qu'après ça devient vraiment très lourd. Le calcul devient tout de suite beaucoup plus grand, même en 3 dimensions seulement. Vous allez voir ça pour plus tard, vous comprendrez pourquoi. Donc, il faut juste savoir comment on calcule ce déterminant. Donc, dans notre cas présent, on avait un cas où on avait cette matrice, d'accord? Et pour calculer le déterminant, moi j'imagine qu'on fait un petit gamma comme ça. Ok, c'est-à-dire que je prends ce nombre, je le multiplie par celui-là. Ensuite, je ne m'oublie pas le moins dans ma tête et je prends ce nombre, je le multiplie par celui-là et ça me donne le résultat. Donc ça me donne bien 1 fois moins 1 moins, donc ça il faut juste le savoir, ce 1 multiplié par ce 1. Voilà. Et hop, c'est fini. D'accord? Ça nous donne le déterminant. Vous trouvez une manière de vous en souvenir, ça fait ça. Et voilà, c'est tout. Donc, il n'y a pas besoin pour l'instant de vous casser la tête à savoir pourquoi c'est un déterminant, pourquoi ci, pourquoi ça. Juste apprenez à le calculer. On n'aura pas de 3 tridimensionnels, mais juste que vous sachiez, pour calculer un déterminant, juste par intérêt général, vous pouvez, une fois que vous savez déterminer un déterminant de 2, vous allez tout de suite pouvoir déterminer les déterminants 3, 3, parce que ce que l'on va rentrer ici, ça va être le déterminant de ce qu'il y a ici, avec un signe qui va être alterné, plus, moins, plus. C'est pour ça que c'est une forme bilinéaire alternée, le déterminant. Multilinéaire même. OK? Donc voilà, c'est le but des déterminants. C'est de, en gros, vous dire si la matrice est inversible. Si le déterminant est 0, la matrice n'est pas inversible. Si le déterminant est strictement positif ou strictement négatif, la matrice est inversible. Et ce que vous allez voir, c'est que quand la matrice hessienne n'est pas inversible, c'est-à-dire qu'on a déterminant de h égale 0, eh bien on a un cas qui est indéterminé, et ça vous le voyez sur la figure 1.6 des notes de cours. Ça, c'est figure 1.6 et celle-là, c'est figure 1.5. Vous pouvez aller regarder ça, à quoi ressemble la courbe. J'ai pas envie de switcher d'un document à un autre maintenant parce que ça va nous faire perdre du temps. Mais vous pouvez regarder page 12 et vous verrez ce qui s'y passe. Voilà. Bon, donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette chose-là? Ça va être la question d'aujourd'hui. Je suis en train maintenant d'aller là. Donc dans les notes de cours, après, vous avez des exemples de calcul d'erreurs. Donc je vous recommande de lire et d'essayer de répéter ces calculs vous-même, voir si ça fonctionne, si vous y arrivez. Donc j'ai mis plusieurs calculs qui correspondent à des applications différentes en ingénierie pour que ça intéresse tout le monde. Donc on a un calcul de résistance en parallèle, donc deux résistances R1, R2 en parallèle. Vous calculez la résistance équivalente et ensuite vous utilisez ça pour calculer l'erreur en connaissant les incertitudes. D'accord? Donc ça, ce sont des exemples sur ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, on a un cas de contrainte de flexion, donc bending stress en génie civil. Donc ça, vous pouvez calculer. Et ensuite, vous pouvez regarder comment est-ce qu'on calcule l'erreur en fonction de l'incertitude sur chaque mesure. Voilà. Ensuite, je vous donne un problème non linéaire d'une chaîne thermomécanique où on regarde quelle est la contrainte créée dans un matériau à cause d'un changement de température. Donc ça, c'est page 15.
vous pouvez aller regarder. C'est un petit peu plus technique, mais je pense que ceux d'entre vous qui sont assez avancés devraient pouvoir le comprendre sans problème. Alors, si les autres, ça vous stresse, ben vous pouvez passer parce que c'est pas, vous n'aurez pas besoin vraiment de maîtriser ce point-là. Mais je l'ai mis pour ceux qui étaient un petit peu, disons, plus en avance, pour que vous puissiez regarder quelque chose un petit peu plus dur que d'habitude. Donc, c'est le grand C, page 15. Et ça continue, page 16. Il y a plein d'explications parce que c'est un petit peu technique. OK? Voilà. Ensuite, voilà. Donc maintenant, notre but, c'est de regarder les extrémums de fonctions qui ont plusieurs variables. OK? Donc, ce que l'on va faire, c'est que on va essayer de prendre différents exemples pour voir comment on s'y prend pour faire ces différentes choses. Alors, je vais juste rechercher ces exemples. Alors, donnez-moi juste une minute. Donc, on va faire tout simplement des exemples simples pour voir. Voilà. Donc, je vais vous donner une méthode la plus générale possible. Donc, méthodologie. Alors, la méthode de base, ça va être la chose suivante. Donc, premièrement, on va nous donner une fonction f qui va dépendre toujours dans notre cas, donc qui va nous donner une fonction de x et y qui associe une valeur dans R. D'accord? Donc on a une fonction f, toujours qui va partir de R2 et qui va toujours arriver dans R. Donc qui prend deux valeurs et qui nous en retourne une seule. D'accord? Donc ça, déjà, c'est la base. Juste une petite minute parce que j'ai un problème avec les notes de cours. Ah, bien sûr. Voilà. OK, donc, maintenant, premièrement, on va, donc, première partie de la méthode, premièrement, on va calculer les dérivées. Voilà, donc ça, il n'y a rien de dur. Ça veut dire, on calcule d rond f sur d rond x, d rond f sur d rond y. Ensuite, ça, ce sont les dérivées premières. Puis, on calcule les dérivées secondes, c'est-à-dire d2f d rond x carré, d2f d rond y carré, et d2f d rond x d rond y. Et conseil,
calculer aussi d de f sur d rond y, d rond x, même si l'on sait que c'est la même que d2 sur dx, dy quand f est C2. Ok, donc, même si on sait que f est C2, c'est pas grave, on va quand même vérifier ce truc. Voilà. Ok, donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Une fois qu'on a calculé ceci, on va avoir à calculer de la matrice H. Matrice H. Mais avant ça, il va nous falloir trouver les points. Donc, avant de calculer la matrice H, désolé, il va falloir trouver le ou les points X, C, Y, C, tels que dérivée partielle de f par rapport à x en xc, yc égale dérivée de f par rapport à x, donc partielle par rapport à y évidemment, en xc, yc égale 0. Donc ça, on trouve tous les points où on a une dérivée première nulle. Bon. Une fois qu'on a ça, déjà, ça ne va pas être forcément simple, ça va nous demander de résoudre un système d'équations. Donc ça, c'est quelque chose qui ne va pas être forcément complètement trivial. Donc on verra ça dans les exemples et vous en ferez avec Camilo dès cette semaine. Donc ça sera utile. Donc moi, je vais en faire quelques-uns avec vous, mais pas 3000, parce qu'il faut aussi avancer dans la théorie. Donc voilà, on va faire quand même quelques-uns de ces calculs. Ok. Donc, dans le cours, je vous note si A est un point critique. Donc, si vous allez, normalement, c'est page 7, si je ne m'abuse. Eh bien, vous voyez chapitre 1, 1, 3. Ça, c'est chapitre 1, 1, 3. Page 7. Voilà, et vous voyez que j'appelle les points critiques A. Donc A, c'est un point critique, mais A, c'est un point de R2. D'accord? Donc, dans les notes, j'appelle ce truc A. D'accord? Donc, soyez pas surpris par ça. C'est parce que c'est un point de R2. On n'a pas toujours envie d'écrire X, Y. On peut toujours écrire A pour les définitions. Et bien sûr, quand on calcule, on aura besoin d'écrire explicitement ce qu'est A. Ok, donc maintenant, il nous faut calculer ensuite la matrice hessienne. Donc, calculer le déterminant de H pour tous les points critiques, parce qu'il se peut qu'il y en ait plus qu'un. Donc d'abord, on trouve tous ces points, puis
On calcule le déterminant pour tous les points critiques. Donc le déterminant, c'est quoi? Ben, c'est ça, d rond f sur d rond x carré, 2 fois d rond de f sur d rond x, d rond y, d rond de f sur d rond y, d rond x, d rond de f sur d rond y carré. Il nous faut calculer le déterminant de cette matrice. Donc ça s'écrit avec 2 barres verticales. Ça veut dire déterminant. Déterminant de h égale. Et on le calcule pas n'importe où, on le calcule au point x, c, y, c pour tous les points x, c, y, c. D'accord? Donc là, on va calculer toutes ces dérivées au point x, c, y, c. Vous verrez quand on fera le calcul, ce sera plus facile. Et donc ça nous donne quelque chose. Et ensuite, on peut faire la classification. Donc on fait la classification. La première chose qu'on regarde, c'est la valeur du déterminant. Est-ce que D, donc ça, on dit que c'est D à X, C, Y, C. D'accord? Donc ça, c'est le déterminant de H en X, C, Y, C. Donc si D en X, C, Y, C est strictement positif, et si la dérivée seconde en x, c, y, c est positif, alors là, on a, bon, je vais l'écrire ailleurs, donc d'après vous, qu'est-ce qu'on a? Ben ça va nous donner que x, c, y, c est, donc ça ressemble à quoi? Si la dérivée est positive, on a un truc comme ça, donc est un minimum local. Ok? Donc maintenant, si de la même manière, le discriminant est négatif et la dérivée seconde de f, alors on dit d'ailleurs par rapport à x carré, mais il y a un truc qui est marrant, c'est que la dérivée seconde par rapport à y carré, elle est du même signe que celle par rapport à x carré, qui est absolument incroyable comme remarque d'ailleurs. Mais automatiquement, si le discriminant n'est pas nul, il n'est pas possible d'avoir les deux dérivées secondes d'un signe différent. Donc ça, c'est assez intéressant. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, vous pouvez essayer de vous poser la question de savoir pourquoi c'est le cas. Je viens de dire, je répète, c'est si on a, donc ça c'est un petit peu pour aller plus loin pour ceux que ça intéresse, quand on a un discriminant qui est soit strictement positif, soit strictement négatif, alors la dérivée seconde par rapport à x a un certain signe, et c'est le même signe que la dérivée seconde par rapport à y. Et le problème, c'est que quand le discriminant est égal à 0, alors là, ça ne marche plus, et les deux peuvent avoir des signes différents. Donc c'est ça un peu c'est ça un peu qui se passe quand on a un point un petit peu bizarre, on va dire ça comme ça. Un point qui n'est pas défini. Ok, donc alors, dans ce cas-là, ben, on est dans ce cas présent. Ok, donc alors, x, c, y, c est un maximum local. Ok, et maintenant, si le discriminant est
Ah, désolé, je me suis trompé. Juste ici, le discriminant est toujours positif. Ok? Donc c'est dans le cas où le discriminant est positif, il suffit de regarder le signe de cette dérivée. D'accord? Et quand le discriminant est positif, le signe de la dérivée seconde est le même que le signe de la dérivée première. Ok? Bon. Voilà. Ensuite, on continue. Maintenant, le cas où le discriminant est en ce point cell négatif, là, on se fiche de la dérivée de seconde, on a un point cell. C'est-à-dire ça. Oui? Il n'y a pas un problème avec l'écriture dans le deuxième. Il manque le plus petit que 0. Plus grand que 0. Oui. Ah, merci. De rien. Merci. Désolé. Merci beaucoup. Parfait. Exactement. Donc là, on a un point cell. Voilà. Et finalement, si D en X, C, Y, C égale 0, alors là, on n'a aucune idée. D'accord? Donc indéterminé. Donc ça arrive souvent quand on a des fonctions qui font à peu près comme ça. Donc, ils sont très plates. Donc, ici, elles ne sont pas exactement constantes, vous voyez, sur ce niveau-là. Ce n'est pas exactement constant, mais c'est assez constant, on va dire. Donc, par exemple, il y a une fonction qui est comme ça. Si je me souviens bien, c'est x puissance 4 moins y puissance 4. Donc, c'est une fonction qui, aux alentours de 0, est très plate et qui ensuite augmente très vite, mais qui est relativement insignifiante pendant un certain temps. Et donc, ça cause des problèmes quand on veut savoir si on a un maximum ou un minimum. C'est x puissance 4 plus y puissance 4, pardon. Vous pouvez essayer, c'est un cas inconclusif. Voilà, bon, maintenant, c'est pas hyper complexe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelques exemples qui sont ceux qui sont donnés en cours, parce que pourquoi pas. Et ensuite, on va continuer à partir de ça. Ok? Donc, on va faire un exemple. Exemple 1. Donc là, ça va être, on verra bien. Donc on va prendre f de x, y égale x carré plus y carré. Donc la somme des carrés, tout simplement. Donc à partir de là, on va définir plus tard ce qu'est le gradient. Mais le gradient, je vais commencer à vous en parler maintenant, ça va commencer à vous rentrer dans le cerveau. C'est un vecteur qui a pour composante la dérivée première et la dérivée première par rapport à l'autre variable. Donc les deux dérivées premières. Et cette chose-là, ne vous inquiétez pas, on va en reparler après. Ça s'appelle le gradient de f. D'accord? Donc ça, c'est un vecteur qui a deux composantes si on est en dimension 2 et qui sont les dérivées premières de la fonction f qui nous intéresse. Bon. Donc, dans ce cas-là, c'est dérivées premières par rapport à x. Donc, encore une fois, on va prendre la dérivée de x carré plus y carré. Donc, je vais l'écrire une fois lentement quand même, histoire de rafraîchir les idées. Donc, c'est d sur dx de x carré plus y carré. On se souvient que le y carré est une constante, donc il ne dépend pas de x, il est indépendant de x. Et comme il est indépendant de x, quand on dérive par rapport à x, c'est comme si c'était une constante, donc sa dérivée par rapport à x est 0. Il nous reste donc la dérivée par rapport à x de x carré, c'est-à-dire 2x. Donc ici, on se retrouve avec 2x
évidemment, dans notre cas, de y, parce que c'est exactement le même cas, sauf qu'on différencie par rapport à y. Donc, ça nous donne le vecteur gradient de x, y. En mettant le 2 en évidence. Ok, si vous ne voulez pas écrire le gradient, n'écrivez pas le gradient, ça ne change absolument rien. C'est vraiment pas du tout important pour l'instant d'appeler ça un gradient si vous ne voulez pas. Juste être sûr que j'appelle les choses par le bon nom, de trouver... Ah oui, donc il nous faut les dérivées secondes, on est toujours dans la partie 1. Donc les dérivées secondes, donc calculons. Donc au lieu d'écrire les d ronds, maintenant je vais écrire les fxx, fyy, fxy, fyx, parce que ça va quand même un peu plus vite. Donc, fxx en tant que fonction de x et y, parce qu'on ne sait jamais, c'est la dérivée par rapport à x de 2x. Pourquoi? Parce que ça, c'est ça. Et donc, qu'est-ce que ça nous donne? Ben, ça nous donne 2. Ensuite, on calcule la dérivée seconde par rapport à y de f, c'est-à-dire la dérivée par rapport à y de 2y, et c'est évidemment aussi 2. Et ça vient de ça. Ok, maintenant, on veut les dérivées mixtes. Donc, on va calculer f de x, y égale. Donc, ça veut dire, on différencie d'abord par rapport... Donc ça dépend de la notation. Hein. Si on dit d'abord par rapport à x, puis par rapport à y, ou d'abord par rapport à y, puis par rapport à x. Donc là, on va dire qu'on différencie d'abord par rapport à x, puis par rapport à y. Donc c'est d rond y de d rond sur dx de f de x, y. D'accord? Donc là, on est d'accord que vu les calculs sont hyper simples, c'est pas très intelligent d'écrire tout ça, mais c'est pas grave. Donc c'est d rond sur dy, sur d rond y, de d rond sur d rond x de f, x, y, c'est-à-dire fx, c'est-à-dire 2x. Ok? Ça vient encore de notre 2x qu'on avait là-haut. Juste sous le highlight pour que vous puissiez reconnaître quand vous relisez les notes de cours, que vous voyez d'où ça vient. Je pense que ça aide. Donc, le but étant que vous compreniez le plus vite possible. Et ça, bah, la dérivée seconde, alors, pardon, la dérivée par rapport à y de quelque chose qui ne dépend que de x, eh ben, c'est 0. Bon, comme je suis les bonnes habitudes que je prêche, je vais aussi calculer la dérivée d'abord par rapport à y, puis par rapport à x, histoire de voir ce qu'on trouve. Donc, d rond sur d rond x, d rond sur d rond y, de f de x, y. Alors, encore une fois, on calcule d'abord la dérivée par rapport à y, ça on l'a déjà fait. C'est notre petit gars de là-haut qui est 2y. Donc, le 2y, on le met là-dedans. Et bien sûr, dérivé par rapport à x de quelque chose qui dépend de y, c'est 0, seulement de y, c'est 0, donc aucun besoin de se casser la tête. Et donc on est content, pourquoi? Bah parce que ce 0 est bien le même que ce 0, et donc ça veut pas dire qu'on a juste, hein, mais ça veut dire qu'au moins c'est possible d'avoir juste. C'est possible que notre résultat soit pas faux. Alors que si ici on avait trouvé 2, ou n'importe quoi qui n'est pas 0, d'accord, si on n'avait pas trouvé la même valeur, ben on aurait pu, on était sûr que c'était faux, d'accord? Donc vérifier f xy égale f yx. Et c'est bon. Très bien, donc maintenant on a tous ces gars-là calculés. Maintenant il nous faut la matrice hessienne. Donc
la hessienne H. Donc H, encore une fois, c'est f x, y. D'accord, ça commence bien. J'ai écrit le deuxième au lieu du premier parce que j'étais déjà en train de penser au deuxième. Donc fxx, fxy, fyx, fyy. Et c'est cool parce qu'on les a déjà calculés. On les a déjà calculés. On a sur la diagonale 2 et 2. Et hors diagonale, 0 et 0. Donc ça, c'est assez simple. Ce qui est aussi très simple, c'est que on n'a même pas besoin de regarder les points critiques parce que les points critiques vont être automatiquement enfin bref, vous allez comprendre dans 2 minutes. Ok, donc maintenant, calculons. Je crois que d'ailleurs, ça c'est plutôt mon 3, non? Oui, exactement. Donc ça c'était le 3, c'est pas grave. Je vais faire le 2 ici parce que c'est tellement court. Donc le 2, je vais le faire ici. Calculer, pas calculer, on va dire plutôt trouver x, c, y, c tel que f x, donc dérivée première en x, c, y, c égale dérivée première par rapport à y en f, x, c, y, c égale 0. Bon. Alors, ça va être assez simple parce que dérivée première par rapport à x, on l'a là, c'est 2x. Et la dérivée première par rapport à y, c'est 2y. Donc, on veut que 2xc égale 2yc égale 0. Donc ça nous donne xc égale yc égale 0. Et donc, on a trouvé un point critique xc, yc égale 0, 0, c'est-à-dire l'origine. Donc vous voyez, ça c'est cool, dans un certain sens, parce que on n'a pas besoin de se casser la tête avec 50 points critiques. On n'en a qu'un. Donc, ça, c'est déjà plutôt bon à savoir. Ok ? Donc maintenant, la question est de savoir qu'est-ce qu'on va faire si on avait plusieurs points critiques. D'accord ? Donc ça, on verra ça dans d'autres exemples que vous ferez certainement avec Camilo. Et si vous me demandez, je peux toujours refaire ça en cours la prochaine fois aussi. On verra selon les demandes que j'ai. Ok, donc maintenant, on a le point critique. Donc maintenant, on doit calculer le déterminant de H, mais H au point critique. Le truc, c'est que ici, c'est trivial, parce que donc, le point critique, c'est 0, 0, mais en fait, on s'en fiche, puisque vous pouvez vous rendre compte que la matrice hessienne est indépendante de x et y. Donc en fait, ça nous est égal à quel point critique on calcule, puisqu'il y a une seule valeur de la matrice hessienne et de son déterminant. D'accord ? Mais dans le cas général, ça ne sera pas aussi simple que ça, je vous dis. Donc ça veut dire que si on calcule le déterminant de h en 0, 0, d'accord ? Ça, c'est pas n'importe quel point, c'est le point critique. Eh bien, le déterminant de h, c'est égal à quoi? Donc on a dit, on prend le 2, on le multiplie par le 2, ensuite moins,
le 0 multiplié par le 0. D'accord? Donc ça fait 2 fois 2 moins 0 multiplié par 0, c'est-à-dire 4. Et 4, jusqu'à preuve du contraire, c'est strictement positif. Ok, donc 4 est strictement positif. Ça veut dire qu'on s'attend à quel type de cas? On s'attend à ce cas. D'accord? Puisque le déterminant, donc D à 0, 0, ça c'est le déterminant de H à 0, 0, et c'est égal à 4, qui est strictement positif, donc on a un minimum pardon. D'accord. Et j'ai oublié de vous dire que la dérivée seconde est fxx en 0, 0, c'est égal à 2, et c'est aussi strictement positif. Donc, on a ce qui s'appelle un minimum local. Et voilà. C'est tout. Donc, dans les notes, je vous ai mis plusieurs exemples que je vous recommande de faire. Donc, voir les exemples, page 8. Page 8, vous avez tous les cas possibles, d'accord? Mais des cas simples. Donc, ce que l'on fera avec Camilo, c'est qu'il vous fera des cas plus complexes que ça, de manière à ce que vous puissiez développer des habitudes, ok? C'est pas très complexe, mais bon, il faut quand même passer un petit moment dessus pour pouvoir quand même comprendre. Ok? Donc, là, je ne vais pas vous faire 200 exemples non plus. Dans les notes de cours, je parle d'optimisation sous contrainte. Donc, ça, ce que je vais faire, c'est que je vous en parlerai la fois suivante, je pense, parce que je voudrais d'abord vous parler de ce qu'on appelle disons, la théorie de l'approximation, c'est-à-dire les fonctions de Taylor. Mais je voudrais quand même vous parler rapidement de ce qu'on peut faire pour faire de l'optimisation sous contrainte. Parce que, bon, je vais vous en parler rapidement, on ne va pas y passer 2 heures, mais je voudrais quand même que vous compreniez l'idée. OK? Donc, pour l'instant, on va continuer ici. OK, donc maintenant, je vais vous parler un petit peu. Donc, la méthode que vous devez utiliser, c'est toujours la même, et ne vous inquiétez pas, on va faire des exercices pour que vous puissiez regarder à quoi ressemblent les tests que vous aurez en fin d'année, enfin en janvier. Donc, que vous ne soyez pas surpris, on va parler de tout ça, hein. Donc, il y a pas de problème, n'ayez pas peur. Tout ça va fonctionner tout à fait bien. OK. Donc, maintenant, qu'est-ce que on appelle l'optimisation sous contrainte? Donc, de manière générale, c'est la raison pour laquelle on calcule des dérivés et des extrémas. Donc, si vous voulez vous référer aux notes de cours, page 15, section 1.2.
Donc, l'idée, c'est d'essayer de trouver un optimal avec en plus une contrainte. Donc déjà, premièrement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Donc un exemple de base que je pourrais vous donner pour que vous compreniez déjà de quoi on parle. Un exemple simple, ce serait calculer, donc exemple, donc cet exemple-là, c'est le 1.4.1, page 20. Donc la question, c'est quelle est, si vous voulez construire un cylindre, d'accord, ça c'est toujours le même problème apparemment. Voilà, vous voulez construire un cylindre, bon, c'est pas très beau, c'est pas grave. Voilà, et ce cylindre, vous voulez obtenir le volume maximum. Donc c'est par exemple si vous voulez faire ça s'appelle un réservoir par exemple. Donc réservoir, donc, je ne sais pas, un réservoir de gaz, d'eau, enfin on ne sait pas, n'importe quoi, qui est le volume maximal avec le moins de matériaux possible. Donc ça, c'est très utile parce qu'évidemment, si vous construisez quelque chose, vous n'avez pas envie d'utiliser une forme qui va être vraiment, qui va utiliser beaucoup trop de matériaux par rapport à ce dont vous avez besoin. Donc on va supposer que cette forme est un cylindre, parce que, pourquoi pas, parce qu'on ne peut pas construire une sphère, par exemple, parce qu'une sphère, c'est certainement le mieux, mais peut-être qu'on veut ranger les cylindres les uns avec les autres, je n'en sais rien, ou peut-être que construire une sphère, c'est beaucoup trop complexe. Donc on va prendre un cylindre de hauteur h et de rayon r, et la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour maximiser le volume tout en ayant l'air minimal. Okay, donc c'est maximiser volume et minimiser la surface. Ok, donc on va dire que la surface qu'on utilise, c'est seulement la surface latérale et pas les bouchons. Okay, on va juste pas les opercules, pas le haut et le bas, mais seulement ça. Et donc maintenant, notre question, c'est, ok, bref, donc maximiser le volume. Quel est le volume? Bon, le volume d'un cylindre, c'est pi R2 fois H. Pi R2H. OK. Et la surface latérale, c'est 2 pi RH. Alors, non, en fait, je vais quand même calculer ce qu'il y a en haut. Donc, on va prendre toute la surface finalement.
Désolé du changement de plan, mais c'est plus intéressant. Donc, on va prendre 2pi RH, d'accord? Ça, c'est la surface latérale. Et ça, c'est pi R2, et ici, pi R2. Donc, on a 2pi RH plus 2pi R2, et le volume, c'est... Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, on veut un volume maximal, et le volume maximal, on l'appelle V0. Il faut quand même lui donner une valeur, parce que sinon, on ne sait pas exactement ce que c'est, on sait juste que c'est V0. Ok. Donc, maintenant, qu'est-ce que ça va nous donner? Alors, maintenant, ce qu'on veut faire, c'est que on veut définir deux fonctions. Donc, on va définir la première fonction, c'est la fonction objectif. Donc, fonction objectif. En anglais, ça se dit objective function, donc rien de très bizarre. C'est celle qu'on doit minimiser ou maximiser. Maximiser. Bon, parfois, c'est minimiser, hein, ça dépend du cas. Donc, dans ce cas-là, bah, ça va être une fonction de deux variables, R et H. Désolé, la fonction... Oui, c'est ça. Donc, on veut minimiser, maximiser, slash minimiser. Donc, dans notre cas, c'est d'ailleurs pas maximiser, mais minimiser, parce qu'on veut minimiser f. C'est la fonction objective. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un truc qui a sonné, je sais pas quoi. Ok. F, R, H. Pourtant, j'ai tout normalement en mode... ouais, bref. Donc, F de R et de H, c'est quoi? Ben, c'est ce que l'on vient de dire, c'est-à-dire la fonction que l'on veut minimiser. Donc, c'est la surface. Donc, c'est 2 pi R2 plus 2 pi RH. D'accord? Donc, ça, c'est la fonction objectif. On veut la minimiser. Donc, on doit trouver R et H tel que ce truc soit minimal. Et ensuite, on a la contrainte. Et la contrainte, c'est quoi? Eh bien, on veut que la contrainte à satisfaire, c'est que G de R et de H, c'est-à-dire le volume, qui est égal à pi R2 H, soit aussi égal à V0, c'est-à-dire le volume que l'on s'est fixé au départ pour la canette de coca ou le réservoir de gaz ou je ne sais quoi qu'on est en train de fabriquer. Donc ça veut dire que la contrainte qu'on a, c'est que G de R et de H moins V0 doit être égal à 0. Donc c'est une contrainte simple dans le sens où c'est une contrainte égalité. Ce n'est pas une contrainte d'inégalité. D'accord? Donc c'est beaucoup plus simple que d'avoir des contraintes avec des inégalités. Donc le problème d'optimisation, il devient quoi? Ben, il devient trouver le minimum sur R et H, ce qui veut dire trouver les couples R et H tels que F de R et H soit minimum, tel que G
Ok. Je crois que je vais définir G légèrement différemment. On va appeler... Ah ben non, c'est ça. Ok. Ce que je vais faire, c'est que ici, je vais mettre directement... Excusez-moi, hein, ça change strictement rien. Pi R2H, je vais l'écrire comme ça. Et maintenant, je vais appeler toute cette fonction-là. Je vais l'appeler celle-là G de R et de H. Voilà. Comme ça me permet d'avoir la contrainte simplement écrite G de R et de H égale 0, ce qui est beaucoup plus simple que d'avoir des trucs qui traînent. Voilà, donc le problème d'optimisation, c'est celui-là. C'est trouver R et H tel que F soit minimum et que G de R et de H soit 0. Donc maintenant, on a différentes méthodes pour résoudre ce problème. Et la méthode qu'on va utiliser pour l'instant, c'est la méthode des multiplicateurs de Lagrange. Donc, méthode, il y a plusieurs méthodes. Pardon, Oui, j'ai une question. Vous avez écrit la GRA est égal à pi r carré A moins V nul, et en haut, vous avez écrit GRA est égal à pi r carré A est égal à V nul. ah oui, merci. Merci, merci. Oui. Eh bien, c'est faux. Donc c'est clair. Merci, merci. Heureusement que vous êtes là parce que donc alors regardez bien ce que je fais. Je vais simplement écrire la définition correcte. Parce que je voulais, c'est avoir G qui était la G égale 0 comme contrainte. Donc pour avoir G égale 0 comme contrainte, il faut que le volume soit égal. C'est juste, je m'y suis mal pris, je suis désolé. Ça c'est le volume. Et ça, c'est le volume désiré, si on veut, le volume target. C'est celui qu'on veut, quoi. Voilà. Et donc maintenant, c'est correct. Merci d'avoir remarqué ça, parce que sinon, c'était littéralement faux. Merci beaucoup. Et ok, donc méthode des multiplicateurs de Lagrange. Et vous verrez, il y a plusieurs méthodes qui sont toutes différentes. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on définit ce qui s'appelle un Lagrangien. Donc ça, en physique, vous le verrez aussi, théoriquement. Et le Lagrangien, on le décrit comme ça. Donc c'est un grand L qui va dépendre à la fois du rayon R, de la hauteur H et de autre chose. Ce truc-là, c'est ça qui va s'appeler le multiplicateur de Lagrange. Et c'est lui qui va nous permettre d'être sûr que la contrainte soit vérifiée. Donc la manière de faire, c'est vraiment super chouette. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on écrit F de R et de H plus la contrainte. Mais si j'écris juste la contrainte comme ça, donc pi R de H moins V0, d'accord, donc ça c'est la contrainte, c'est-à-dire ce truc-là, ben rien va se passer. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier par un multiplicateur de Lagrange qui s'appelle lambda, et on va aussi chercher lambda. Et ce lambda va nous permettre de nous assurer que ce truc-là va aller vers 0. Alors, on va voir comment ça marche. Donc, maintenant, tout ce qu'on doit dire, c'est qu'on doit minimiser le Lagrangien. Et donc, c'est là où on retrouve toute l'idée des points critiques qu'on vient de regarder, parce que ce qu'on fait, c'est qu'on différencie L par rapport à R. Donc, d'accord, ça va être une fonction de R, H, lambda. Et ça va être égal à
Donc, si vous voulez, on peut déjà recopier quelle est la valeur du Lagrangien. Donc, L de R H lambda égale F. Donc, F, c'est quoi? F, c'est 2πr2 plus 2πrh. Donc, 2πr2 plus 2πrh. Voilà, et donc ça va être ça, plus lambda, facteur de πr2h moins v0. Ok. Ça, c'est le Lagrangien. Donc ça, déjà, c'est pas mal. Ensuite, tout ce que l'on veut, c'est que la première dérivée par rapport à R soit égale à 0, que la dérivée par rapport à H soit égale à 0. Donc on cherche les points critiques. Donc on cherche les points critiques du Lagrangien. Donc il faut que les dérivées soient 0. Donc dérivée par rapport à lambda soit aussi 0. Alors ça, qu'est-ce que ça nous donne? Bon, la première dérivée par rapport à R, donc dérivée de L par rapport à R, ça nous donne, donc dérivée de 2πr2, ça nous donne 4πr. Dérivée de 2πrh, ça nous donne 2πh. Puis dérivée par rapport à R de lambda fois πr de h moins v0, ça va nous donner lambda 2πrh. Et on veut que ce truc soit 0. Ensuite, dérivée par rapport à h de R, h lambda égale. Donc, dérivée par rapport à h, le premier terme, c'est 2πr2, donc il n'y a pas de dérivée. Le deuxième terme, c'est 2πr. Et le troisième terme, on a lambda πr de h, donc ça nous donne 2π lambda. Et ça doit être égal à 0. Après, dérivée par rapport au multiplicateur de Lagrange lambda. Donc là, on prend le premier terme, c'est 2πr2, il n'y a pas de dérivée. Deuxième terme, il n'y a pas de dérivée. Troisième terme, c'est la contrainte. Quand on dérive le Lagrangien par rapport à lambda, on trouve la contrainte. Et comme par hasard, c'est exactement ce qu'on voulait, parce que maintenant, la troisième condition qu'on a, donc c'est que πr de h moins v0 soit égal à 0. Et là, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la contrainte est respectée. Vous voyez, donc c'est pas au hasard qu'on a simplement multiplié la contrainte par lambda, parce qu'on savait que quand on allait calculer la dérivée par rapport à lambda, eh bien on se retrouverait seulement avec ce truc-là, et que ce truc-là, c'est la contrainte. Donc c'est quand même chouette. Voilà, donc maintenant, on a effectivement une minimisation, mais en plus de la minimisation, si on n'avait pas la contrainte, on aurait simplement cette partie-là qui est ici. Donc ça, c'est la minimisation sans contrainte. Et la minimisation avec contrainte, on ajoute cette partie qui est le multiplicateur de Lagrange. Et ça, ce qui est cool, c'est que ça marche pour n'importe quoi. Vous pouvez l'utiliser tout le temps. Ok, donc maintenant, on peut résoudre ce truc-là. Donc, si on utilise dl sur dh, de là, on trouve qu'on a lambda, donc on a 2πr égale moins 2π lambda, ce qui veut dire mais je me suis trompé dans la dérivée. Dérivée de L par rapport à H, c'est faux.
Alors, le premier, il n'y a rien. Le deuxième, c'est 2 pi r. Et ici, c'est lambda pi r2. Donc, pas 2 pi r, n'importe quoi. Lambda pi r2. Vous voyez, ça arrive de faire des fautes. Hein. Donc, pourquoi? Parce que ce qu'on calcule là, c'est d sur d lambda de lambda pi r2h moins v0. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça fait? Ben, le v0, c'est pas par rapport à lambda, c'est par rapport à h qu'on calcule. Donc, d sur dh. Ok? Donc, celui-là, ça ne sert à rien. Donc, c'est simplement la dérivée de celui-là. Donc, ça fait pi r2, donc lambda pi r2 h par rapport à donc d sur dh de lambda pi r2 h, c'est-à-dire lambda pi r2. Ok? Donc, ça c'était une erreur. Excusez-moi. Donc maintenant c'est plus logique. Parce que là, sinon on trouvait un truc qui était un petit peu bizarre. Donc, moins lambda pi r2, ce qui veut donc nous dire que lambda égale moins 2 sur r. Ok, maintenant on peut substituer ça dans le dl sur dr, ce qui nous donne 4 pi r plus 2 pi h moins 2 sur r h égale 0. Donc là, on peut simplifier les r, ça nous donne donc moins 2h. Donc 4 pi r plus 1, moins 2r. Non mais je ne veux pas y arriver aujourd'hui, il y a vraiment un truc qui veut que je fasse des fautes de calcul. Lambda fois, donc lambda c'est moins 2 sur r, que multiplie 2 pi r h. Ok. Et donc, ça, c'est égal à quoi? Donc ça nous donne quoi? 2 sur r, le r disparaît. Donc ça nous donne 4 pi r plus 2 pi h moins 4 pi h. Donc 4 pi r moins 2 pi h. Et ça doit être égal à 0. Ok. Donc ça nous donne que h doit être égal à 2r. Ça, c'est la deuxième expression. Et voilà. Et voilà, bah, c'est fini. Maintenant, avec la contrainte nous dit, parce que maintenant on sait que h est égal à 2r, mais on ne sait pas quelle est la valeur de r. Okay, donc il nous faut regarder la contrainte, donc pi r2 fois 2r, donc pi r de h, on va d'abord l'écrire pour ne pas confondre tout le monde. Donc pi r de h égale v0, donc ça veut dire que pi r2 fois 2r égale v0, donc ça veut dire que r3 égale v0 sur 2pi, donc ça veut dire que r égale v0 sur 2pi puissance 1 tiers et que h égale 2r. Voilà, et ça vous donne le cylindre optimal si vous voulez minimiser sa surface latérale et maximiser son volume. Donc, ça vous dit donc que pour avoir un réservoir optimal, il vous faut une hauteur
qui soit égal à 2 fois le rayon. Donc vous pouvez vérifier, peut-être que les canettes de coca marchent comme ça, je ne suis pas très sûr, je n'ai pas vérifié. Mais si vous voulez en tout cas utiliser le moins de matériaux possible, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, et si vous voulez trouver le rayon correspondant, bon, ça c'est assez facile, vous calculez juste le rayon correspondant au volume que vous avez, dont vous avez besoin. Voilà, donc ça je trouve que c'est quand même chouette, parce que ça vous permet de vraiment comprendre à quoi sert l'optimisation. Ok, donc il y a plusieurs méthodes pour résoudre ces problèmes. La méthode des multiplicateurs de Lagrange, c'est la plus simple, parce qu'elle nous permet de simplement résoudre le problème de manière directe. On peut aussi utiliser d'autres méthodes, par exemple la méthode de la pénalité. Donc, ça c'est une méthode qui essaye d'attribuer une pénalité très forte à la contrainte elle-même. Donc ça, j'en parle dans les notes de cours. Et je pense que le plus simple maintenant, c'est que je vous donne... vous pouvez lire ça dans les notes de cours, c'est le chapitre 1.2. Et je voudrais juste vous montrer comment la méthode de pénalité fonctionne, juste brièvement. Juste pour vous définir de manière générale ce qu'est disons, une minimisation avec contrainte, mais de manière complètement générale. Okay? Donc, ça, c'est quelque chose qui est un petit peu technique. Je vous dis tout de suite que je ne vous donnerai pas ça à votre test directement. Hein, donc, il ne faut pas vous attendre à ce que je vous demande de calculer ce genre de choses, parce que c'est vraiment assez technique, donc j'ai pas envie que vous perdiez dedans. En revanche, c'est vraiment quelque chose d'important, donc je vais juste vous en parler brièvement, vous donner la formulation générale de comment on peut résoudre des problèmes d'optimisation, et je pense que certains d'entre vous pourront utiliser ça dans leur vie de tous les jours, et peut-être même pendant des autres cours que vous aurez. Donc, j'espère que ça vous sera quand même utile. Donc là, on est au chapitre 1.2. Et c'est page 15. Alors, donc l'idée, c'est qu'on va d'abord commencer par essayer de parler de ce qu'est une fonction et ce que sont les lignes de niveau d'une fonction. Donc, les lignes de niveau, en anglais, on appelle ça level set. Et c'est très utile. Vous avez déjà vu en topographie, par exemple, si vous êtes en train de vous balader sur une montagne et que vous avez une courbe, une carte topographique, ben vous avez des lignes de contour comme ça qui vous montrent à quoi ressemble le relief de la montagne en question. Vous voyez ? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une ligne de niveau. Donc, on coupe la fonction à une certaine hauteur. Donc, la hauteur est C, par exemple. Donc, chaque ligne de niveau, c'est l'ensemble des points x et y tels que f de x, y égale C. Voilà, ça c'est une ligne de niveau. Si f, évidemment, a plusieurs variables, plus que 2, eh bien, on a des surfaces de niveau. D'accord? Dans notre cas, ce sont des lignes de niveau, puisque la fonction n'a que 2 variables. Voilà, donc ça, c'est comment on trouve les lignes de niveau. On peut imaginer qu'on coupe
la surface par des plans. Mettons ça, ce serait C3, C2 et C1. Et ce sont les lignes de niveau. F de xy égale C3, ici F de x, y égale C2, etc. Ok, donc maintenant... Monsieur, excusez-moi. Oui, Il y a écrit quoi dans ligne de niveau après level? Level 7. Merci. Je vous en prie. Ok, donc ligne de niveau. Ensuite, maintenant, si on a par exemple la surface F de x, y, donc on peut l'appeler Z par exemple. Ça peut être la direction Z et verticale, on va dire. Z de F est égal F de x et de y égale x2 plus y carré. Ok, donc là, si on fait je me demande si ça marche. Je vais essayer quelque chose. Ok, si ça marche, c'est quand même pas mal. Ah, bah ça marche. Waouh. Je viens de faire un truc génial. Bon, donc ça, c'est une ligne de niveau. C'est une surface avec des lignes de niveau. Donc, vous voyez que les lignes de niveau représentent les coupes de la surface à différentes hauteurs. Et là, c'est la surface qui a xy associé x carré plus y carré. Donc, vous voyez bien à quoi ressemble cette chose-là. OK? Donc, à quoi est-ce que ça sert, tout ce truc? Donc, maintenant, la question, c'est que on a une fonction que l'on doit minimiser soumise à une contrainte. Donc, supposons qu'on veuille un problème d'optimisation. C'est une fonction f à minimiser sujette à une contrainte G. Ok, donc f, on va dire que c'est une fonction de x et y, et on va dire que G, c'est aussi une fonction de x et y, exactement comme tout à l'heure avec le cylindre. Donc ça veut dire que les points x et y doivent être à la fois sur la surface donc sur les lignes de niveau, et sur la contrainte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire exactement ça. Comment je peux utiliser mon nouveau trick? Hop. Voilà. Donc, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'on est sur les lignes pointillées. Donc, on est ici sur les f, y, virgule f, x, virgule, y égale c, parce qu'on doit rester sur la fonction f, on doit d'accord la minimiser, mais en même temps, on doit rester sur la ligne qui correspond aux contraintes. Et donc, la manière
de faire, ça va être d'égaliser ce dont on a parlé avant, c'est-à-dire le gradient de f et le gradient de g. Donc ce qu'on va vouloir, ça veut dire on va vouloir trouver une valeur telle que les gradients de f et les gradients de g sont proportionnels. Et comme par hasard, on va avoir ici un multiplicateur de Lagrange. Et c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc maintenant, si on veut s'arranger pour faire ça dans un calcul, donc comment est-ce que l'on fait? Donc ça, c'est la formulation. Eh bien, le plus simple, c'est d'introduire le Lagrangien. Et quel est ce Lagrangien? Eh bien, on écrit L de x, y et de cette nouvelle chose, lambda. Et ça va être égal à exactement f de x et y plus lambda que multiplie la contrainte g de x et y. Donc ça, c'est la contrainte. Et ça, c'est la fonction à optimiser. Voilà. Et maintenant, on cherche, d'abord on écrit le Lagrangien, et deuxièmement, on cherche la stationnarité du Lagrangien. Et ça, c'est exactement la même chose que les points critiques qu'on a regardés avant, et c'est pour ça que cette optimisation sous contrainte rentre parfaitement dans le cadre. Donc, on va écrire que la dérivée de L par rapport à x, la dérivée de L par rapport à y et la dérivée de L par rapport à lambda doivent toutes être nulles en même temps. D'accord? Donc, entre les deux, on a bien un « et », pas un « ou ». Donc, il faut les trois nuls en même temps. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on veut aussi que g de x, y égale 0. Donc, si on a ça ensemble, ces deux choses-là sont en fait strictement équivalentes à dire que le gradient de f est égal à lambda gradient de g et que g est égal à 0. Donc ça, on peut montrer que c'est équivalent à dire que le gradient de f est proportionnel au gradient de g avec comme coefficient le multiplicateur de Lagrange et que g de x et y est égal à 0. Voilà. Et ça, c'est ce qui nous permet, on l'a vu avec l'idée de la canette, là, ou du réservoir, ça nous permet de résoudre ces problèmes de manière générale. Donc, maintenant, on peut directement utiliser ça en utilisant les multiplicateurs de Lagrange, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, mais on peut aussi le faire de manière différente mais similaire avec la méthode de pénalité. Et ça, on va juste choisir mu positif très grand. Et ça, c'est une méthode que vous retrouverez en méthode numérique plus tard. Et on va dire qu'on construit une fonction f indice mu de x et y qui soit la fonction de base, f de x et y, plus mu sur 2 fois la contrainte au carré. C'est-à-dire qu'on va dire, OK, maintenant, imaginons que mu tende vers plus l'infini. Alors ça veut dire que ce g va devoir être très petit parce que on veut que ce mu qui est très grand, multiplié par ce g, donne quelque chose qui soit du même ordre que f. Donc, quand on fait cette optimisation, le fait que mu soit très grand, ça va forcer la contrainte, elle, à être très petite.
Et si la contrainte est très petite, c'est ce qu'on veut, puisque ce qu'on veut, c'est que la contrainte soit 0. Ok, donc ça, c'est une manière un petit peu trichée, on va dire. Et ça crée des problèmes numériques quand on résout ça numériquement. Mais c'est une méthode qui peut parfois être plus intelligente, disons, plus adaptée. Voilà. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là-dessus et peut-être m'arrêter là tout court. On va voir si ça a un sens que je commence, ce que je voulais faire ensuite. Oui, ce que je voulais faire ensuite, c'était Taylor. Donc, voilà, donc, bon, je crois que je vais m'arrêter sur celui-là. Et donc, la partie suivante, je vais commencer à vous en parler quand même maintenant, parce qu'on a un petit peu de temps, c'est dommage de le gâcher. Why do we take mu half? I'm sorry? Why is mu divisé par 2? Yeah, good question. I mean, you can probably guess, because if you take a derivative of g with respect to anything x or y, you will end up with a 2 times g prime divided by 2 times g. And turns out that having this 2 just cancel, and it makes the calculation afterwards more elegant, let's say. So that's one way to think about it. The other way to think about it is to say that this is like an energy. So you can think about that as a spring that has a certain stiffness, and the stiffness is mu. And you think about that as some sort of energy that you add to the system in order to penalize it and forbid it from getting outside of the range that you don't want. So you have the f of x and y, that thing wants to do something. And then the mu over 2 g of x y squared tries to prevent it from going anywhere it likes by adding an energy term, which you have to then differentiate in order to get the forces. So you can think of it as a potential energy that you're differentiating in order to get the forces, a bit like the spring stiffness that you would get should you have a system, a linear elastic system, such as that one. So you would then have a potential energy which looks like 1/2 of kx squared, where x is the extension of the spring, and k is the stiffness of that spring. And if you differentiated that with respect to x, you would get 1/2 of k times 2x. The 2 would then cancel out, and you get kx, and kx is what? It's the force that is needed to be exerted on the mass m in order to extend the spring by a distance x. So strictly speaking, the over 2 is not necessary. You don't need it. But it makes the calculation elegant and, let's say, more physically imbued, let's say. I would put it that way. Does that answer your question? Yes, thank you. You're welcome. Thank you for your question. It's actually very sensible question. Well, as any question is, I guess. So, okay, so the next chapter, which we don't have time to finish today because we have only 13 minutes, et désolé, j'ai switché en anglais. Donc, le prochain chapitre, qui est le chapitre je ne sais pas combien, parce que je ne l'ai pas dans le bon ordre, ce sont les fonctions, les approximations et les séries de Taylor. Donc, les séries de Taylor, qu'est-ce que c'est? Je vais juste vous donner une petite motivation. Ah, et d'ailleurs, il y a un cours en ligne qui est absolument génial, qui s'appelle 2 Blue, 1 Brown, ou 3 Blue, 1 Brown, je ne sais jamais, où il explique ça de manière extrêmement bien, extrêmement super visuelle, très facile à suivre, encore mieux que les notes de cours que je vous ai données, si c'est possible. Donc, là, je vais vous montrer juste ce qu'est une fonction, une approximation de Taylor. Okay.
si cette chose veut bien me l'agrandir. Voilà. Donc, l'idée de base, c'est la suivante, et je vais y revenir la prochaine fois pour que vous compreniez plus clairement. D'accord? Donc, l'idée, c'est la suivante. On a une fonction, et cette fonction, on ne connaît pas exactement sa forme, ou alors sa forme est très compliquée. Ça peut venir du fait que son expression est très, très complexe. Peut-être qu'il y a des termes très difficiles à calculer, je ne sais pas. Ou alors, c'est simplement qu'on n'a pas cette fonction, mais on a juste des points qui représentent cette fonction, comme un nuage de points, par exemple, qui nous viennent de données expérimentales qu'on aurait mesurées. On a donc un nuage de points, et ce nuage de points est représenté en moyenne par cette fonction. Et le truc, c'est qu'on ne sait pas exactement quelle est cette fonction, et donc la chose la plus simple qu'on puisse vouloir faire, c'est la transformer en un polynôme. Donc, un polynôme, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une fonction qui a une indéterminée x et qui a différents coefficients, a0 plus a1x plus a2x au carré plus etc. plus anx puissance n. Donc ça s'appelle un polynôme. Et ce polynôme, il va nous aider à approximer la fonction qui est dessinée en noir, qui est dessinée en noir ici, avec une fonction, disons, smooth. D'accord? Donc, ça, c'est une fonction, on peut dire smooth. Donc, quelle est l'approximation la plus simple si on est au point 0? Donc, ce qui sera important de savoir pour les expansions de Taylor, c'est que toute expansion se fait en un point, ça ne se fait pas n'importe où. Donc, premièrement, si on est en 0, quelle est l'approximation la plus simple qu'on puisse faire de cette courbe-là? Je suis sûr qu'on est tous d'accord pour dire que l'approximation la plus simple, c'est tout simplement une constante. Parce qu'elle passe par là, c'est-à-dire par la valeur de la fonction en 0, c'est-à-dire elle passe par 0. Donc, cette valeur-là, ça marche bien. Bon, seulement, on se rend compte que si on commence à s'écarter du point 0, donc ici, on est parfaitement juste, mais dès qu'on commence à s'écarter, eh bien, l'erreur est quand même significative. D'accord? Donc, on peut se dire, OK, au lieu de faire une approximation constante qui me donne toute cette erreur, d'accord, entre notre lit courbe et notre courbe noire et la courbe horizontale que j'ai là, j'ai une erreur qui est quand même très grande, je vais me dire, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas une droite, tout simplement? Donc, on va essayer d'approximer par une droite. Et là, on se rend compte qu'on colle à la fonction beaucoup plus longtemps. Si on regarde là, on commence seulement ici à devenir faux, et l'erreur est nettement plus petite. Donc, on voit que là, il y a quand même de l'erreur, il y a quand même pas mal d'erreurs, mais cette erreur par rapport à la fonction constante est quand même nettement plus petite, en tout cas localement. OK? Parce qu'on parle toujours localement. Hein. Donc, on imagine qu'on est par ici. Ici, on regarde l'erreur de la fonction constante, c'est énorme. L'erreur de la fonction linéaire, c'est quasiment rien. OK. Deuxièmement, on peut se dire, OK, mais c'est pas vraiment suffisant. On va pouvoir essayer de faire une approximation d'ordre, je ne sais pas, 3 par exemple, ou 5. On a un point d'inflexion, donc on ne peut pas approximer par une fonction d'ordre 2. Donc, puis on a déjà vu ça la dernière fois. Donc voilà, si on prend une fonction d'ordre 3, ça va nous donner cette chose-là. Vous voyez, l'erreur est encore plus petite et encore plus longtemps elle est petite. Après, elle devient grande, mais ça, c'est pas très grave parce qu'on s'intéresse seulement à ce qui se passe autour de 0. D'accord? Et puis, si on prend une fonction d'ordre 5, ici, donc là, ça nous donne ça. Alors là, on n'arrive quasiment pas à distinguer la courbe de l'approximation polynomiale. Donc, c'est exactement ce qu'on veut. OK? Voilà, ça, c'est l'idée de base de ce qu'on veut faire avec une approximation polynomiale d'une fonction. Et c'est la base de toutes les méthodes numériques.
que ce soit les éléments finis, la différence finie, les méthodes sans maillage ou autres expansions polynomiales chaotiques comme on utilise en traitement des données. Tout ça, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc, bah écoutez, bon, il nous reste 5 minutes, je vais quand même pas commencer à vous décrire comment on fait. Je vais vous laisser partir. Je vous remercie pour votre patience ce matin. Excusez-moi de ne pas avoir été là en personne, mais j'ai vraiment pas pu faire autrement. Malheureusement, mon fils était et est toujours d'ailleurs au lit et malade. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vais arrêter l'enregistrement parce que on n'en a plus besoin. Et je vais essayer de retourner à Webex si j'y arrive. Est-ce que tout le monde est toujours là? Je ne sais pas. En tout cas, Monsieur, oui. est-ce qu'on peut encore poser des questions? Ah, mais bien sûr. Mais c'est une question pas par rapport au cours, mais du dossier que vous avez envoyé. Oui, bien sûr. C'est sur la page 12, l'exemple 4. Alors, attendez. Maintenant, il faut que je prenne le bon. Désolé, j'étais en train. Donc, c'est la dernière chose que j'ai envoyée, hein, c'est ça? Oui, le 11, PDF 11. La PDF 11, ouais, merci. Attendez une seconde, je cherche. Parce que comme j'ai plusieurs versions, c'est pas. Je vais juste être sûr que ce soit la bonne page. Ok, vous m'avez dit page 12, exemple 4. Page 12, exemple 4. Alors, c'est parti. Ouais. On a là la fonction x quadrate Mhm. plus y quadrate. Mhm. Mais je comprends pas comment le fxx peut être 0. C'est pas genre 4 fois 3x carré. Si, c'est 4 fois 3 x carré. Donc, je vais juste vous montrer comment on calcule ça. Attendez 2 secondes. Vous voyez plus mon écran normalement là, si? Non. Ok, il faudra que je repartage. Hop. Oh là là là. Où est-ce que c'est que c'est? Ah, bah, c'est là. Hop. Ouais, c'est une excellente question. Le truc, c'est que dans les notes, je suis allé extrêmement vite. Donc, vous ne comprenez pas d'où ça vient. Mais je vais vous l'expliquer tout de suite. Voilà, donc, ce que vous me dites, c'est exemple 4, page 12 de la version 11. Alors, ce que ça dit, en fait, j'aurais pu... Attendez, tant que je fasse ça, autant que je fasse pour quelque chose pour tout le monde, que ce soit pas juste... Ah, c'est toujours enregistré. Ok, donc tout va bien. J'ai l'impression que c'est toujours enregistré. Alors, c'est bien de savoir que les sous-titres étaient dans la mauvaise langue. Ok. Bon, on va espérer que ça fonctionne. Alors, donc la fonction qu'on a, c'est x puissance 4 plus y puissance 4. Donc f
de x et y égale x puissance 4 plus y puissance 4. Donc maintenant, la première chose à faire, si on se souvient, c'est de calculer les dérivées premières par rapport à x et par rapport à y. Donc ce truc-là, dans le... d'ailleurs, je vais vous le montrer direct. Voilà, donc le gradient que j'ai écrit ici, gradient de f, c'est ce que vous avez dit exactement, c'est-à-dire 4x cube et 4y cube. Donc, celui-là, on veut qu'il soit 0. Donc, on veut le gradient de f égale 0, et ça, c'est équivalent à ça. Et donc, quand est-ce que ça arrive, ça? Ben, on veut que 4x cube soit égal à 0, et on veut que 4y cube soit égal à 0 en même temps. D'accord? C'est un « et ». Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Ben, ça nous donne que x égale y égale 0. Et donc, fxx de xy, qui est égal effectivement à 12x puissance 2, et fyy de xy est égal à 12y puissance 2, ça, f de xx, donc pas donc, parce que ça n'a aucun rapport, or, donc, fxx de 0, 0 égale 0, et fyy de 0, 0 égale 0. Donc, la morale de l'histoire, c'est que quand on calcule, et pareil pour f de x, y, en 0, c'est aussi 0. Donc, quand on calcule les dérivées secondes, on calcule les dérivées secondes au point critique. Ça, c'est le point critique. Donc, les dérivées secondes, elles sont calculées au point critique. Puisque c'est là qu'on étudie la nature du point critique, vous voyez? Parce qu'ailleurs, on se fiche de la valeur de f seconde. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment au point critique. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci. Je vous en prie. Merci pour les questions. Continuez à en poser, c'est très utile. Et bien sûr, si vous trouvez des fautes ou des choses pas claires dans les notes, envoyez-moi ça. Et comme je vous ai dit, ça vous donnera 2% de points en plus sur votre note finale directement. Donc, il y a déjà quelques-uns d'entre vous qui ont gagné plusieurs pourcents. Et moi, ça m'aide beaucoup parce que ça me permet de trouver les erreurs beaucoup plus vite. Et vous, ça vous aide parce que ça vous force à lire de manière critique, pas juste à regarder ça en pensant que c'est forcément vrai. Vous pouvez le lire de manière beaucoup plus critique et c'est beaucoup plus utile. Voilà, ben, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci pour votre attention, merci d'être venu. Et pour votre flexibilité, je vais uploader, donc mettre en ligne sur YouTube la vidéo, comme ça ceux qui n'étaient pas là pourront la regarder. Et puis voilà. Merci pour tout et puis à la prochaine fois. Et n'oubliez pas de lire les notes de cours, bien sûr, parce que ça aide. Oui, d'accord.